Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, on va parler burn-out et épuisement. Il m'a semblé vraiment important de faire cet épisode parce que j'ai fait un petit sondage sur Instagram où je vous ai demandé, mais en fait, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir fait un burn-out, d'avoir fait un épuisement, d'avoir en fait forcé sur la machine jusqu'à ce qu'il y ait des conséquences physiques et une manifestation d'un mal-être interne qui se fait sentir en externe. C'est qu'en général, on est allé très très loin. Et j'ai eu une écrasante majorité, j'ai eu 95% de personnes qui ont répondu que ça leur est arrivé. Et en fait, je trouve ça hallucinant. 95% de personnes qui ont tellement poussé la machine que ça a été jusqu'au désastre, jusque vraiment à avoir des signes physiques de devoir s'arrêter. Alors ici, je veux proposer 10 choses à faire pour s'en remettre du burn-out. Alors bien sûr, je parle burn-out et c'est un terme qui est très à la mode et tout le monde a fait un petit peu un burn-out comme ça. Donc burn-out, c'est vraiment des signes cliniques. Donc là, je parle d'un épuisement, un burn-out. Donc je ne prends pas le terme burn-out comme un terme clinique, mais vraiment comme un épuisement, comme un mal-être qui se fait ressentir physiquement. Alors, en préambule, je veux juste rappeler que qu'est-ce qui pousse à faire un burn-out ? C'est qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on n'est soit pas en accord avec ses valeurs, soit dans les dysfonctionnements, souvent dans son travail professionnel, parce que c'est là où on passe le plus de temps, notre ressource de temps passe majoritairement dans notre travail. Et en fait, quand dans notre travail, on n'est pas en accord avec ses valeurs, eh bien, on continue, on force pour des raisons X ou Y et à un moment donné, eh bien, on veut tellement que ça marche alors que on ne s'écoute pas, eh bien, ça va au désastre. C'est le burn-out, c'est l'épuisement, c'est les signes physiques qui se font ressentir du corps qui dit « il faut que tu t'arrêtes ». Comme tu t'écoutes pas, je vais vraiment te forcer à t'arrêter. Alors ça peut être vraiment des signes très variables. Le burn-out, il n'y a pas une chose qui se passe, c'est quelque chose de personnel. Dans le dernier interview que j'ai fait avec Florence, elle partageait qu'elle est allée jusqu'au burn-out et ça s'est montré et manifesté par des signes cliniques, des signes physiques qui ont fait qu'elle ne pouvait plus marcher. Et je trouve ça hallucinant. C'est comme si notre corps vraiment nous disait « tu t'arrêtes ». Là, tu vas droit dans le mur, tu vas pas dans la bonne direction, alors je t'empêche de marcher maintenant parce que tu ne prends pas le bon chemin. Alors, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait pour sortir d'un burn-out ? Alors ici, je vous donne 10 choses. Évidemment, si on sent qu'on est dans un burn-out, une des stratégies, ça va être d'aller consulter un professionnel de la santé. Quand on force jusqu'au point du burn-out, c'est que souvent on se dit soit il y a des peurs, soit il y a des raisons qui font qu'on veut continuer à forcer sur la machine. Eh bien, souvent, on ne se rend pas compte du mal qu'on se fait. On est tellement la tête dans le guidon qu'on n'arrive pas du tout à se rendre compte qu'on se force et qu'on va droit à la catastrophe. Donc, un professionnel de la santé, si on voit que ça ne va pas, qu'on pense pas forcément qu'on a un burn-out ou un épuisement, mais aller consulter un professionnel de la santé, c'est vraiment le premier truc à faire. Parler à un médecin ou à un thérapeute pour avoir un soutien professionnel
extérieur et qui va regarder la situation avec des yeux externes, mais aussi avec des yeux professionnels dans le médical. Ça peut vraiment, vraiment aider pour élaborer un plan qui sera adapté à la situation individuelle et j'insiste là-dessus pour aller mieux. Les plans pour se remettre d'un burn-out sont vraiment des plans qui vont être personnels. Souvent, aller voir un médecin, ça va être le déclencheur pour la deuxième stratégie à avoir, c'est reconnaître et accepter la situation. Tant qu'on ne l'a pas entendu de l'extérieur, de quelqu'un qui nous dit hop, 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 faut vraiment s'arrêter là, ça va pas du tout, eh bien on a tendance à forcer et à s'enliser dans cette situation qui est extrêmement toxique pour soi, puisque on force, on se fait du mal et on n'arrive pas à le voir. Donc consulter un professionnel de santé peut vraiment aider à prendre conscience de la situation et l'accepter. Admettre qu'on est en burn-out, c'est la première étape pour commencer à guérir. Et souvent, quand on arrive jusque-là, c'est qu'on est en train de ne pas écouter, de minimiser ses sentiments, d'ignorer les symptômes. Donc, quelqu'un d'extérieur qui va dire « là, il y a des symptômes, je le vois et c'est pas normal et il faut en tenir compte », ça va permettre d'accepter la situation. Troisième stratégie, le repos. Et ça, c'est le bas qui blesse. Parce que évidemment, si on s'est mis en situation de burn-out, c'est que on n'a pas vu les signes précurseurs, on les a ignorés, on ne s'est pas reposé. Et plus on va forcer, plus on va aller loin dans la destruction de soi, dans le burn-out, plus il va falloir de temps, de repos pour récupérer cette énergie et tout ce qu'on a brûlé et overbrûlé pendant les mois précédents. Ça peut signifier prendre des jours de congé, ça peut être des mois et ça peut même voire être des années. Alors je dis pas qu'il faut s'arrêter pendant des années, mais il va déjà, falloir casser le rythme vicieux dans lequel on s'est enfoncé. Et donc pour ça, un break pendant au moins un mois, c'est souvent salutaire. Et ensuite, il va falloir réfléchir à comment aménager ses heures de travail pour pouvoir ne pas ressombrer. Ensuite, quatrième stratégie, pratiquer la gestion du stress. Évidemment, s'il y a un burn-out, c'est qu'il y a des situations émotionnelles qui ne fonctionnent pas. Il y a un problème, il y a quelque chose qui est trop. Donc, il faut apprendre à gérer le stress et il y a plein de techniques pour ça. Je ne vais pas les énumérer toutes ou rentrer dans le détail, mais tout ce qui est pratiqué, la méditation, la respiration profonde, le breathwork, le yoga, la relaxation, ça va aider à calmer son système nerveux, à calmer son esprit et son corps. Passer par le corps, c'est hyper important. Et ça, vous devez vous-même trouver qu'est-ce qui fonctionne pour vous pour pouvoir le pratiquer. Et en général, quand on se met dans des situations de burn-out, c'est qu'on a laissé tomber toutes les choses qui nous font du bien, on a mis au fond du panier de nos priorités tout ce dont en réalité on a besoin pour aller bien sur le long terme. Et je suis la première coupable et je suis la première à dire je dois moi-même me rappeler très régulièrement qu'il faut faire attention à ça. Cinquième stratégie, établir des limites claires. Et ça, c'est le domaine de l'affirmation de soi. Alors, dans la très grande majorité des cas, quand on va dans un burn-out, c'est qu'on est allé beaucoup trop loin, on n'a pas respecté ses limites, peut-être parce qu'on ne les connaît pas, on n'en a pas conscience, mais aussi souvent parce qu'on ne sait pas dire non. Quand on est surchargé, il faut mettre vraiment l'accent sur les choses prioritaires. Quand on ne sait pas dire non, quand on a appris à être un people pleaser, on dit « Oh, tu veux que je t'aide? Mais oui, je vais t'aider. Oh oui, je vais faire ça en plus. Oh oui, je vais mettre encore plus de charge mentale et encore plus de charge professionnelle sur mon assiette qui est déjà ultra chargée. » Ça s'appelle ne pas savoir fixer ses limites. Et en fait, fixer des limites saines dans le travail, c'est essentiel pour éviter l'épuisement professionnel. Si vous êtes indépendant, que vous travaillez dans le milieu naturel, avec les chevaux, avec les animaux, mais vous êtes en plein dedans. Parce que en plus,
vous êtes dans un projet passion. Alors un projet passion, mais on en veut toujours plus. Oui, mais à un moment donné, même quand on fait un projet passion, eh bien, il va y avoir le risque d'un épuisement. On ne peut pas dire oui à tout. C'est aussi simple que ça. Et savoir se préserver, c'est la première leçon qu'on devrait apprendre quand on devient indépendant ou quand on crée vraiment son job de rêve. Pourquoi ? Parce qu'on se dit « Oh, c'est le rêve, oh, c'est ma passion, c'est génial, alors je vais y aller à fond ». Et puis on rajoute là-dessus une petite peur du manque, on est indépendant, on ne va pas forcément avoir des revenus tout le temps, on a peut-être un peu peur de manquer d'argent et alors on va surcharger et mettre encore plus d'efforts et compagnie. Et bien là, on court droit dans le mur. Bienvenue dans la merveilleuse vie des indépendants qui vivent de leur travail passion. Stratégie numéro 6, équilibrer sa vie. Et ça, c'est hyper important et j'allais dire d'autant plus si vous êtes dans un projet ou dans un travail passion. Quand on se dit « ma passion, c'est le cheval, je veux pouvoir partager ce que je sais, ma pratique, la manière dont je fais les choses », eh bien, on peut vite transformer ça en cauchemar absolu. Et en fait, on peut vite transformer sa passion en cauchemar. Comment faire pour éviter ça ? Prendre du temps pour soi, pour des activités qui vous plaisent en dehors du travail. Ça peut inclure passer du temps avec des amis, de la famille, faire du sport. Ça, je dis toujours, mais faire du sport, c'est un antidépresseur naturel, vraiment important. Faire des loisirs créatifs. Et si vous êtes dans les chevaux ou vous voulez le devenir, sachez que vous pouvez transformer votre passion en horreur. Alors, comment éviter ça ? Et je vais prendre l'exemple, mais typique. Je suis sûre que vous avez vu soit des gens où vous êtes dans cette situation-là, de travailler tellement pour les autres, donner tellement de sa personne que, en fait, on délaisse complètement ses propres chevaux et on n'a plus envie. Ça m'est arrivé personnellement quand je travaillais dans les chevaux. J'ai eu une petite période de ma vie où j'ai fait ça et en fait, j'ai pas du tout aimé. Mais parce que je l'ai très mal fait. Je donnais tellement, j'étais tellement avec les chevaux, les autres chevaux, toute la journée, que quand je devais, moi, être en face de mon cheval, j'avais juste plus d'énergie et j'avais plus envie. Et ce qui était ma passion au départ, qui était de kiffer du temps avec mes chevaux, à apprendre des choses, à développer des choses, eh bien, j'en avais plus envie. Pas parce que la passion s'était éteinte, mais parce que j'avais, moi, pas appris à gérer mon énergie, à mettre des limites, à m'affirmer et à être OK avec le fait que je vais avoir un équilibre de vie et je vais me faire passer en priorité. Très important. Stratégie numéro 7, identifier les sources de stress. Il faut vraiment identifier les facteurs qui sont vraiment dérangeants dans votre vie professionnelle et personnelle. Sans cette prise de conscience, on ne pourra jamais travailler dessus. À partir du moment où on a conscience, ça c'est quelque chose qui me stresse, j'ai pas de clarté, j'ai peur du manque d'argent, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Tant qu'on n'a pas identifié vraiment ces choses-là, on ne peut pas travailler dessus. Et qu'est-ce que c'est gérer le stress ? Eh bien, ça va être gérer sa source profonde de peur et d'anxiété. Donc, par exemple, si je veux devenir indépendant dans les chevaux, mais que j'ai hyper peur du manque et que, en fait, pour pallier à cette peur du manque d'argent, je vais me mettre beaucoup trop de travail dessus, eh bien, on peut mettre en place des stratégies qui vont permettre, d'une part, d'avoir un plan, de savoir combien on a besoin d'avoir d'argent avant de se lancer pour pouvoir vivre et vivre bien. Et ensuite, on peut organiser des choses pour gérer au mieux ce stress. Et en fait, avoir ce stress du manque d'argent qui est le plus bas possible. Il ne disparaîtra jamais, mais on peut le gérer. Donc, il faut identifier sa source de stress pour pouvoir avoir un plan pour gérer cette source de stress. Stratégie numéro 8, et j'en ai parlé un petit peu avant, c'est prioriser votre bien-être. Quand j'ai parlé dans l'équilibre de vie, si on n'a pas un bon équilibre de vie, si on ne se fait pas passer soi en premier, on ne priorise pas son propre bien-être. Et en fait, on n'apprend pas à faire ça. On se dit toujours, ce que la société nous dit toujours, c'est que
se faire passer en premier, c'est être égoïste. Et être égoïste, c'est mal. Mais en réalité, faire passer sa santé et son bien-être doit être une priorité. Et si on ne le fait pas, on pourra d'office pas avoir une vie qui nous convient. On ne pourra jamais accéder à sa meilleure vie. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des moments où, quelque part, je ne pourrais pas toujours aller faire du sport, ok ? Moi, j'en ai parlé dans un épisode de podcast qui s'appelle « L'équilibre de vie n'existe pas » et on est constamment en déséquilibre et en fonction des priorités du moment, il faut s'assurer qu'on met les priorités au bon endroit. Mais quand je parle maintenant équilibre de vie, c'est sur le très long terme, c'est-à-dire que chacun des déséquilibres, il faut que dans le global, on se fasse passer en premier. C'est ok de ne pas se faire passer en premier, mais uniquement sur une courte période de temps, pour éviter de se griller complètement. Si c'est 1 mois, 2 mois, ok, là, je dois vraiment donner un coup de cravache, je dois bosser à fond parce que ça va me permettre d'atteindre un autre palier dans mon business et qu'après, je vais pouvoir être plus relax, ok, mais seulement si c'est sur une courte période. Si c'est sur une longue période, ça ne marchera pas. Vous allez vous griller. Et donc, toujours penser, aller faire son sport, aller faire tout ce qui nous fait du bien et s'obliger à le faire même quand on n'a pas envie, eh bien c'est essentiel. Stratégie numéro 9, se reconnecter avec ses passions. Et ça, c'est un truc qui est important parce que se reconnecter avec ses passions, ça procure de la joie. Et ça, retrouver ces petits moments de joie, c'est ce qui fait que peut-être quand il y a des moments difficiles, quand il y a des moments de rush, quand il y a des moments qui sont pas évidents, eh bien ça permet de continuer, d'avancer. Et même si je veux créer un métier passion, je veux travailler dans les chevaux, eh bien se reconnecter à d'autres passions, à d'autres activités qui nous font du bien, cela va venir aussi nourrir sa passion du cheval. Donc vraiment, ne pas hésiter à se reconnecter à toutes ces passions et à les pratiquer. Ça va donner un sentiment d'accomplissement qui va vraiment revitaliser son esprit. Donc c'est vraiment une source d'énergie qu'on a à notre disposition et que si on l'organise dans notre planning, eh bien, j'en sais rien, 2 fois par mois, personnellement, une source d'énergie qui est très importante pour moi, c'est d'aller courir. Ça me fait du bien, c'est extrêmement méditatif et ça me permet de me connecter via ma respiration, via un mouvement qui est répétitif. Ça me permet vraiment de clarifier mon esprit. Eh bien, je dois avoir, mais au minimum, 2 séances par semaine. Et ça fait partie de mon agenda. C'est comme ça, je ne peux pas y déroger. Et si j'ai pas d'énergie, c'est pas une question d'aller faire de la performance ou d'essayer de courir plus vite ou quoi. Non, ça c'est vraiment une activité qui me clarifie, c'est mon activité bien-être tout simplement. Et enfin, dernière stratégie, c'est la patience. Guérir d'un burn-out, ça prend du temps. Et ce temps-là, vous ne décidez pas de combien de temps il s'agit. Il faut être patient et bienveillant envers vous-même. Ce processus de récupération, il va être long et il va être personnel. Donc, ne soyez pas impatient à vouloir le résultat, à être bien pour repartir et cravacher à fond et vous reprendre un deuxième burn-out dans la tête juste après. Célébrez les progrès, même les plus petits. Et il faut se rappeler que on mérite de prendre soin de nous. Si on ne se place pas en priorité dans notre vie, personne ne le fera à notre place. C'est notre responsabilité de nous placer en premier. Et non, ce n'est pas égoïste de faire ça, c'est juste être putain de pragmatique, de se dire mais si moi je vais pas bien, comment tout le reste, ma famille, mon business, mes activités, ça peut bien aller. Ce n'est pas possible. Donc, prenez soin de vous-même. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire?
J'adore lire vos commentaires et en plus ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous, je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.